Vous avez raison de nous choisir ce matin pour le compte de votre magazine d'interaction. Un jour, une idée sur Télé 50. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette tranche. Le développement de la République démocratique du Congo, qui est réellement concerné? Est-ce les dirigeants? Est-ce le peuple? Est-ce la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou donc d'autres puissances occidentales? Est-ce que c'est l'élite congolaise elle-même qui est réellement concernée pour le développement de la République démocratique du Congo? On en parle avec un invité ce matin, Jean-Pierre Kalota Kayenga. Il est acteur politique, candidat à la députation nationale pour la circonscription de Kananga, donc dans la ville de Kananga, sous la bannière de l'Envol. Il s'agit de Ensemble des volontaires pour le développement du Congo, un parti proche, un parti de l'opposition congolaise. Monsieur Kayenga, bienvenue. Bienvenue. Alors, l'opposition est aussi la bienvenue sur Télé 50. Et donc, les portes sont ouvertes et vous avez vu qu'il n'y a pas de problème. Effectivement, parce que le contraire m'aurait étonné, n'est-ce pas? Alors, monsieur Kalota Kayenga, est-ce que le Congo de Lumumba, le Congo de Kabila Mzee, ce Congo aux richesses incommensurables, convoité par les puissances occidentales, ce Congo qui est apparemment la propriété de tous, tout le monde a un mot à dire, ce Congo, est-ce qu'il a un avenir? Oui, ce Congo a un avenir, mais pour parler de l'avenir du Congo, il faut que les Congolais eux-mêmes prennent en compte et se prennent en charge par rapport à leur avenir. On parle d'avenir, mais l'avenir se prépare aujourd'hui. Vous avez parlé dans votre introduction du Congo riche, mais un pays qui potentiellement, oui, mais qui dit potentiellement, c'est qu'il l'est. Et après, c'est une question d'exploiter ces richesses. On les exploite déjà, mais elles ne profitent pas au peuple. Oui, mais il y a quand même... Elles ne profitent pas au pays. Ce sont des richesses exploitées, vendues telles qu'elles sont, brutes, sans valeur ajoutée, c'est-à-dire on ne leur donne pas une valeur ajoutée. Et puis, qu'est-ce que vous gagnez? Vous savez... Et ce sont toujours les grands qui fixent les prix. Ce sont les grands qui fixent le prix, mais un historique, ou du moins un rappel historique par rapport à ce fait, sera important. 1885, conférence de Berlin, mais ce que souvent nous oublions, c'est que ça avait pour but de régler le problème du bassin du Congo par rapport à un conflit. Les grands du monde décident de votre sort sans vous. Oui, mais justement, nous avons hérité de ce fait d'un État-espace qu'on n'avait pas choisi, qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et dans cette République, les richesses, et quand on voit le texte ou l'acte de la conférence de Berlin, il était question que l'ensemble des puissances signataires de l'époque pouvaient exercer commerce librement sur ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Moyennant c'est le résultat des concessions, parce que les territoires est cédé à un homme, le roi Léopold II, le roi des Belges. Mais moyennant ces concessions, la France a un droit de regard, la Belgique, plutôt donc les États-Unis d'Amérique, pourquoi pas Londres. Alors là, c'est toujours sans vous. Oui, mais il y a une chose, c'est qu'il faut comprendre, on a des potentialités, d'accord, il y a des richesses, mais on peut s'asseoir sur ces richesses. Mais quand on n'a pas les moyens de les exploiter, cela ne sert à rien. C'est comme si on était dans une maison en or, n'est-ce pas? Et on crevait de faim. Donc voilà, donc on est là, il y a des capitaux extérieurs, il y a des capitaux étrangers, ces capitaux qui sont protégés par leur pays. Vous avez cité des pays, mais derrière ces pays, ou du moins devant, il y a des capitaux, il y a des fonds capitalistes. Ceux-là investissent pour l'exploitation de ces richesses. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un cadre juridique qui permette à ce que ceux qui possèdent réellement ces richesses, nous, Congolais, et les autres s'y retrouvent. Un investisseur, quand il ne vient pas pour perdre de l'argent. Il vient pour en gagner. Mais il faudrait quand même qu'il y ait un deal. Philanthrope. Pas du tout. Mais il faut qu'il y ait un deal. Et à l'époque que vous citez, j'ai parlé de 1885 et même dans l'époque de la colonie, il y avait un deal entre, je dirais, ces sociétés concessionnaires et le gouvernement de l'État indépendant du Congo, et plus tard la colonie belge, pour que les deux tiers du budget du Congo étaient financés
par ces entreprises. L'uranium congolais a participé, donc a joué un rôle dans ce que vous connaissez, dans la fabrication de la bombe atomique. Mais plusieurs années après, nous sommes toujours un pays pauvre, très endetté, et les richesses du pays ne sont pas transformées. Alors, finalement, qui est concerné par le développement de ce pays? Nous sommes tous concernés, certes, à divers degrés. Et même les puissances occidentales? Nous sommes tous concernés. Eux, ils ont intérêt parce qu'ils veulent exploiter les richesses de notre pays. Nous voulons que ces richesses contribuent à notre épanouissement, à notre développement et contribuent au bien-être des Congolais. Mais ils aiment les richesses, mais ils n'aiment pas le peuple congolais. Mais le problème qui est là, nous ne devons pas attendre ce qu'ils nous aiment. En question, quand il y a un partenariat, c'est plutôt les intérêts qui doivent prévaloir, et non pas une question d'amour. Mais par rapport à ces intérêts, il faudrait que les Congolais eux-mêmes sachent défendre leurs intérêts. D'où la question de l'élite. Nous avons hérité en 1960 d'un pays qui était dirigé certes par les Belges, mais il n'y avait pas de cadre congolais au fait de toutes ces choses-là. Que ce soit au niveau de l'administration, au niveau de l'économie, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, 51 ans, je dirais 50 ans, qu'avons-nous fait, nous, Congolais, pour que ces richesses-là puissent réellement profiter au Congo? Alors, il y en a qui disent que l'avenir du Congo, c'est un avenir qui se limite à des images subliminales. Qu'en dites-vous? Bon, écoute, je leur laisse le penser. Moi, je dis souvent qu'il y a eu deux façons de voir les choses, n'est-ce pas? Il y a un verre qu'on peut voir à moitié vide ou à moitié plein. Dès qu'on le voit à moitié vide, on est dans une vision pessimiste de la chose. Il est vrai que ce pays regorge des ressources, non seulement des ressources naturelles, qui fait sa richesse potentielle, mais des ressources humaines. Les filles et les filles de ce pays sont là pour le prouver. Mais il y a un problème de leadership et il y a un problème de l'élite congolaise, laquelle aujourd'hui, sérieusement, on peut se demander où elle est et qu'a-t-elle fait. Alors, quand vous parlez de l'élite congolaise, ce que vous voulez dire en d'autres termes que la masse elle-même n'est pas tellement concernée par le développement du Congo, elle ne peut pas jouer un rôle capital dans le développement du Congo. La masse est concernée dans le sens que l'élite est l'émanation de la masse. L'élite est issue de la masse. Mais comme toute société organisée, il faudrait qu'il y ait au sein de cette masse, au sein de cette société, ceux qui sont là pour remplir ce rôle. Tout le monde ne peut pas diriger. Il y a ceux qui dirigent, mais ils sont l'émanation de ce peuple. Donc, quelque part, l'élite est là pour conduire la masse, éduquer la masse s'il le faut, et l'amener à cet idéal que nous voulons tous, celui d'un Congo libre, démocratique et prospère. Alors, je fais une petite parenthèse. Vous êtes acteur politique de l'opposition. Le Premier ministre belge a félicité Joseph Kabila pour sa réélection. À l'opposition, vous avez une réaction? Vous me posez la question en tant qu'opposition ou moi en tant que Jean-Pierre Kalota? Je dis, c'est une petite parenthèse. Oui. Personnellement, je prends acte. En tant qu'acteur politique? Je prends acte. Parce que nous n'avons pas certes les mêmes idées, mais il y a eu des élections, quelles que soient les imperfections dont on peut parler aujourd'hui. Personnellement, j'ai pris acte de la victoire du président de la République. Hier, il était candidat, aujourd'hui, il est président de la République. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler pour le Congo et pour la réussite du Congo. Parce que ce n'est pas un problème de l'opposition ou de la majorité. Je crois que l'avenir des Congolais, les Congolais ont besoin de manger, les Congolais ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école, le problème de santé, et cela n'a pas de couleur politique. Mais pour cela, prenons acte de la situation qu'il y a, mais regardons maintenant quoi faire pour que ce Congo sorte de cet état de marasme économique. Et travaillons pour. Pour cela, l'avenir du Congo n'a pas un problème de majorité ou d'opposition. Je referme la parenthèse parce qu'on va en ouvrir autant au cours de cette émission, sans pour autant laisser l'actualité à côté. Donc, nous revenons à notre thématique. Vous dites que l'élite congolaise a un rôle capital à jouer dans le développement du pays. Est-ce que le Congo, notre pays, a une élite? Et qui est élite et qui ne la serait pas?
Vous savez, c'est une question, à la limite, qu'on peut... Si on devait y répondre à brûle-pourpoint, on dirait cette élite a échoué. Mais il faut aller... On commence par, est-ce qu'elle a une élite? Elle a une élite. Pourquoi je dis elle a une élite? Parce que ce pays a quand même formé des personnes, des universitaires, des personnes qui sont capables, et même on a expatrié, au point que dans beaucoup de pays étrangers, je dirais les élites congolaises brillent. Preuve qu'il y a effectivement une élite. Autant de profs d'université et de médecins ailleurs et à l'étranger, je vous dis qu'il y a une élite. Mais maintenant, que fait cette élite pour le Congo? C'est là où il faut se poser réellement la question, ou parler de la démission de l'élite congolaise par rapport à son devoir. Voulez-vous dire que ce n'est pas une élite crédible? En tout cas, actuellement, elle a brillé beaucoup plus par son incompétence, ou du moins son inconséquence par rapport à sa mission, qui était de faire en sorte que ce pays se relève. Alors, quelle différence faites-vous entre une élite et un intellectuel? Et plus, donc, je dirais même la différence entre une élite, un intellectuel et un instruit. Merci d'avoir... Parce que nous avons tendance à mettre absolument, tout le monde dans le même sac. On pense que parce qu'on a un diplôme, forcément on est intellectuel. Et il faut réellement séparer ces choses. Pourquoi? Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un déjà diplômé, certes ayant fait des études assez poussées, mais qui en même temps réfléchit et intègre les concepts qu'il a eu à apprendre par rapport aux problématiques de sa société, de sa communauté, et y apporte des réflexions qui peuvent être des solutions. Et cela se manifeste par des publications et consorts. C'est des personnes qui réfléchissent et qui apportent des solutions sur les problèmes de société. Vous pensez que ceux qui n'ont pas beaucoup étudié, ils ne réfléchissent pas? Attention, je parle réfléchir sur les problématiques de la société. Tout le monde a une réflexion, n'est-ce pas? Mais réfléchir sur le pourquoi du comment, apporter une théorie, écrire et proposer des solutions, cela est réservé à certaines personnes, parce qu'il faut quand même une certaine formation. C'est cette classe que vous appelez la classe de l'élite? Non, on y va doucement. Mais ces intellectuels-là, ou ces personnes instruites, ceux-là, en tout cas ces personnes-là, peuvent, et parmi eux, doit sortir l'élite. L'élite, c'est non seulement une personne qui est instruite, ce n'est pas forcément un intellectuel, mais c'est une personne qui est comme un modèle. C'est-à-dire qui est là, qui conduit les autres, ça peut être une élite au niveau de l'armée, ça peut être au niveau culturel, ça peut être au niveau politique, et ainsi de suite, ou scientifique, mais ce sont des personnes qui sont conscientes de leur rôle dans la société, et qui le font, et qui le montrent par l'exemple. Réfléchissons un petit instant aujourd'hui, on regarde les problèmes de notre société. Que fait aujourd'hui l'élite congolaise? Je parle de ceux qui dirigent, parce que l'élite est appelée à diriger. Comme on dirait dans certaines langues de nos pays, son Gandhi, là. Il doit montrer le chemin. Celui qui montre le chemin. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Celui qui balise le chemin. Absolument. Voilà. Montrer, baliser et indiquer. Mais jusqu'aujourd'hui, en regardant l'état de notre société et l'état de gouvernance de notre pays, on peut réellement se poser la question de ce que fait cette élite. On va en venir, c'est très important. Mais je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la dichotomie entre l'élite, l'intellectuel et l'instruit. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire que l'élite, c'est toute personne qui réfléchit sur la résolution des problématiques de sa société, qu'elle soit universitaire ou non, mais elle est élite tant que au moment où elle réfléchit et même propose des pistes de solutions aux problèmes de sa société. Je souscris à cette définition. Alors maintenant, l'intellectuel. L'intellectuel va au-delà, c'est-à-dire c'est celui non seulement qui conceptualise certains faits de société, qui théorise certains problèmes, mais qui apporte. C'est pas parce qu'il est un intellectuel ou qu'il a donné une théorie, qu'il a écrit sur un sujet, ou qu'il a apporté un éclairage assez précis parce qu'il a été pointu sur un domaine précis, qu'il a forcément raison. Mais c'est des personnes qui sont là pour réfléchir. Je dirais que les profs d'université devraient être ces intellectuels-là. Les écrivains, les philosophes devraient l'être. Mais quand on regarde, je dirais, de la production intellectuelle, je dirais, de l'écriture au Congo, il y en a très peu. Et
l'élite congolaise s'y en inspire peu. Alors, Jean-Pierre Kalota, que dites-vous de ceux qui pensent que l'élite congolaise est corrompue? Je dirais que... Ceux qui doivent baliser le chemin, qui doivent servir des modèles, eux-mêmes corrompus. Vous avez une réaction? C'est exact. Je dirais c'est exact, la plupart. Je ne dirais pas tous, oh mon Dieu, parce que réellement, il y a une élite congolaise qui se respecte et qui réellement est là pour le bien du peuple. Mais, quel est le constat qu'on peut faire aujourd'hui? Les ministères sont truffés de profs d'université qu'on peut considérer comme étant des élites depuis plusieurs années, sans compter les différentes entreprises publiques. Le constat est que, malgré les discours mirobolants ou les discours de cette élite, le résultat est nul. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Une mauvaise gouvernance. Parce qu'il y a échec. Il y a échec au Congo. Le Congo, on voit comment expliquer qu'il faille que quelqu'un traverse la Méditerranée ou les océans pour qu'il soit appelé expert. Nous qui avons des universités et des universitaires, et on vient nous former dans notre propre pays. Et pourtant, on expatrie. Mais c'est vous qui avez souhaité qu'ils viennent. C'est vous qui les avez appelés pour qu'ils viennent donner du crédit à votre processus. Donc c'est qu'on a un problème réellement au Congo de formation. Vous cherchez une chose contraire. Non, pas du tout. Je reviens à votre question. Vous avez parlé de l'élite qui est corrompue. Moi, je dis, si on fait le constat de toutes ces années du résultat... Bon, c'est vrai, sur le plan macroéconomique, on peut dire qu'il y a une certaine stabilité. Et si on regarde dans le fond comment la population aujourd'hui réclame par rapport au niveau social et consort, je dis, mais où est cette élite, là, congolaise, qui a été en charge de ce pays jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Si je peux citer des cas, c'est énorme et c'est terrible. Alors, j'ouvre encore une petite parenthèse. Voulez-vous dire, M. Kalota, que les experts internationaux en séjour en République démocratique du Congo sont venus en villégiature? Ils viennent parce que, bon, voilà, il y a un dictat aussi, entre autres, il ne faut pas l'oublier, de la part de certains organismes internationaux par rapport à l'aide qu'ils nous octroient. Je vous retourne la question en disant, n'y a-t-il pas suffisamment de Congolais capables aujourd'hui de se prendre en main et de faire ce travail-là? Il y en a. Combien de Congolais se retrouvent aujourd'hui à l'étranger, profs d'université ou travaillant ailleurs, et ils ont été formés par le Congo a payé pour leur formation, aujourd'hui ils travaillent sous d'autres cieux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme des enfants, on attend que de l'Occident nous vienne une certaine lumière par rapport à la gouvernance de notre pays. À partir de cet instant, je peux dire où est l'élite congolaise. Vous avez parlé de la corruption de l'élite congolaise. Aujourd'hui, quand je vois l'état de nos entreprises publiques et l'état de la plupart des entreprises au Congo, on peut réellement se poser la question de ce qui se passe. N'est-ce pas? Alors, ceux qui sont au plus haut point concernés par le développement et l'avenir du Congo, eux-mêmes sont reprochés d'être une élite des jouissances. Est-ce que c'est votre avis? Oui, on peut se poser la question. Parce que l'élite, si elle ne travaille pas pour relever la société, qu'est-ce qu'elle fait? Ou soit on les retrouve dans les différents lieux de jouissance que regorgent nos villes, mais est-ce qu'elle réfléchit et fait en sorte de sortir ce pays de ce marasme économique? Je donne un exemple, prenons le cas. Parlons d'élite. Je me promenais hier dans Kinshasa, je vois l'état de délabrement du service public d'électricité. D'accord? Dieu sait combien la SNEL œuvre par ses responsables pour remplir ce rôle-là. Mais quand nous voyons qu'au niveau de ceux qui doivent régler les factures de la SNEL, à commencer par l'État en premier, on a à se poser la question. Parce que si l'État congolais doit 450 ou 400 milliards de dollars à une entreprise comme la SNEL, le résultat est que la ville où il y a un problème d'électricité, nous avons un barrage comme Inga. Mais notre élite a été incapable de prévoir, n'est-ce pas, qu'il fallait une maintenance pour éviter cette situation.
Et nous devons attendre qu'il y ait l'aide internationale machines ou l'expertise internationale pour le faire. Est-ce que les machines à Inga, au-delà de l'entretien, de la maintenance, par montrer l'exemple. Est-ce qu'au-delà de la maintenance à Inga, est-ce que les machines n'ont pas besoin de la politique dedans? Attendez. Il y a une entreprise publique, il y a des décideurs qui sont là, ok? Et il faudrait que ceux qui ont en charge le domaine de l'énergie dans notre pays, y mettent les moyens. C'est ça le rôle de l'élite, c'est de ne pas laisser, il faut prévoir, il faut diriger, n'est-ce pas? Il faut diriger. Une machine, elle est là, il faut qu'elle soit maintenue, il faut qu'il y ait un programme de remplacement, ou du moins pour éviter de remplacer tout ce qui est vétuste. Si on ne le fait pas, nous avons raison après de nous poser la question sur le rôle de cette élite, qui devrait montrer la route, montrer le chemin aux Congolais, mais qui ramène ou amène ce pays dans cet état. Est-ce la faute des Occidentaux pour ça? Alors, mais on constate même que vous, il faut le dire en passant, vous êtes formé dans les universités occidentales, en France particulièrement. J'ai commencé par être formé ici, c'est pourquoi j'ai dit que le Congo a payé pour que nous étudions. Ok, mais quand vous rentrez au pays, délocalisé, vous êtes performant. Mais remis dans votre propre terroir, vous êtes même médiocre. Quand vous revenez, vous n'êtes plus différent de ceux de vos collègues d'ailleurs. On vous met dans une petite parcelle de responsabilité, d'autorité, c'est la même jouissance. Rien ne change. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je vous remercie pour l'élite congolaise. Je vous remercie pour cette remarque, et c'est une observation qui est assez pertinente. Mais le problème qu'il faut se poser, c'est que, je répète et je dis que le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Vous venez de dire que cette élite ailleurs brille, mais une fois rapatriée au Congo, il y a un problème. Soit c'est un problème d'environnement. Quand je parle d'environnement, je parle de l'environnement politique. Je peux parler de l'environnement de l'élite qui est tout autour. La question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi, mis dans un cadre précis, certaines élites, pas toutes, parce qu'on peut sortir des cas des personnalités qui ont brillé par leurs compétences, une fois rentrés au pays, il y en a, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais toujours est-il que, pourquoi, une fois remis dans le contexte national, ces personnes perdent les pédales? Et c'est la médiocrité, voilà. C'est la descente aux enfers. C'est là où... On dit même, finalement, pourquoi avoir étudié? C'est là où on a dépensé de l'argent pour envoyer ces gens à l'université. Quand ils reviennent, mais c'est pratiquement chasser le naturel, il revient au galop. C'est une question de mentalité et de volonté. Ce n'est pas parce qu'on a étudié qu'on est forcément un dirigeant ou qu'on doit être forcément un leader. Il y a de ceux qui sont appelés à être dans des bureaux d'études et à recevoir des plans de travail, aussi intelligents qu'ils peuvent être, mais diriger, commander, ou du moins être un leader, ça demande d'autres capacités. Et en même temps, nous recherchons cette élite qui a le souci du bien du peuple congolais. C'est bien beau de se pavaner de quelques diplômes, ça c'est un fait. Mais derrière le diplôme, il doit y avoir l'individu. Mais lequel individu ne se retrouve pas dans une situation, je dirais, de schizophrénie qui caractérise l'intellectuel, ou du moins l'élite africaine et congolaise, où d'un côté, il a cette formation, je dirais, à l'occidental. Vous voulez dire c'est la folie? Non, je parle de schizophrénie. Je ne parle pas de folie. Mais ça frôle la folie. Non, pas du tout. C'est-à-dire c'est une double personnalité. C'est-à-dire celui qui, d'un côté, a une instruction, je dirais, à l'occidental, et de l'autre, a gardé son côté, je dirais, du terreau culturel africain, et se retrouve, du moins, se partageant entre ces deux cultures et être complètement tiraillé, au point qu'en d'un moment, il veut singer, n'est-ce pas, cette civilisation occidentale qu'il a vue, où il se retrouve, et en même temps, il y a son naturel, son terroir et ses réalités, je dirais, traditionnelles. C'est là où, je dirais, cet intellectuel, cette élite, devrait, avec la science qu'il a intégrée, réfléchir sur ces problèmes de société et ressortir de notre terreau culturel, je dirais, une expérience complètement endogène d'une bonne gouvernance
par rapport à notre culture. Je ne dois pas forcément, parce que j'ai étudié en Europe, parce que j'ai fait ceci, venir imposer un modèle européen, par exemple, de gouvernance à mon pays. Monsieur Kalota, la masse elle-même qui vous regarde, qui vous a envoyé à l'école, qui vous a lavé, cette masse qui vous a, en fait, qui a tout supporté pour que vous deveniez des hommes, des femmes, des valeurs, l'élite congolaise, cette masse constate que vos collègues ailleurs, dans les mêmes religions, font mieux au profit de leur peuple, mais vous, au contraire, vous vous réjouissez de la misère de cette masse. Est-ce que ce n'est pas une double sorcellerie? J'insiste et je dis, attention, ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Mais si on revient... Mais c'est le constat général. Oui, mais c'est un constat général, mais vous savez, il faut se méfier des généralités. Mais revenons à la source même, en 1960, au moment où on a les indépendances, on a, en Afrique en tout cas, mais pour le cas du Congo, il y a très peu de personnes à même de reprendre en main les rênes du pouvoir. Tout simplement parce que l'administration était complètement contrôlée par les Belges. Le Congolais était relégué à un rôle de subalterne. Et on a plus formé des supplétifs, en ce moment-là, en tout cas la colonisation belge, que former des personnes qui devaient, en responsable, reprendre les rênes du pouvoir. Aujourd'hui, les choses ont changé. Oui, on y va doucement. Oui. Et voilà qu'au moment où il y a eu le mot Lipanda, dans le chef de beaucoup, Lipanda, c'était enfin ne plus travailler, parce que à cause des travaux forcés, à cause de voilà, tout ce, je dirais, ce passé colonial où on nous obligeait à payer l'impôt, donc où nos ancêtres, nos parents ont été chicotés parce qu'il fallait tel quota de caoutchouc, les mains coupées et j'en passe, voilà qu'on est libéré de cette contrainte, ouf, enfin. Mais en même temps, ceux qui avaient étudié remarquent que les quelques qui avaient étudié prennent la place des Blancs. Alors, pour cette élite, c'était un moyen de remplacer le Blanc qui partait. Étudier, c'était remplacer le Blanc, et ils se sont mis à la place du Blanc, qui exploitait le Congolais, et eux ont commencé à jouer le même rôle. Il faut sortir de ce schéma. Sortir de ce schéma et se dire d'où nous sommes sortis. Parce que si on est devenu élite, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice au niveau de la masse. On a envoyé tel à l'école, on a payé telles études, on a payé ceci. Mais à partir de ce moment... Des sacrifices énormes. Énormes. Il y en a qui sont privés même Absolument. le minimum vital pour que l'enfant aille à l'école. Absolument. Et l'enfant, une fois terminé, arrivé à l'école, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi je dis que c'est aussi une question de mentalité. Je prends des exemples, mais restons terre à terre pour qu'on comprenne, on saisisse cela. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'un parent au village apprend qu'un tel à qui on avait payé les études a terminé, il est nommé quelque part, tous ceux qui étaient au village, et c'est ça le problème de mentalité, chacun laisse sa houe, laisse ses cultures, Tobongi. accourt, On dit parce Tobongi. que Tobongi. Oui. Et voilà que cette élite dont vous parlez, n'ayant même pas encore touché son premier salaire, se retrouve avec quasiment toute une tribu à nourrir. Résultat, de par le jeu des, je dirais, de reconnaissance, et il se retrouve comme étant... on vient fêter les nôtres, voilà. Parce qu'il est promis et à tel le tel. problème, c'est que... tous les villages, on chante. On chante, et ils viennent, on laisse les chances, chacun gâteau. attend sa part, et il est obligé d'être l'espèce de pourvoyeur de moyens de survie. Et nous ne détruisons pas, nous ne coupons pas, nous ne cassons pas cette mentalité. C'est une question de mentalité. Donc vous voulez dire que c'est une pesanteur en même temps, cet aspect du problème, là, qui fait que l'intellectuel, en fait l'élite congolaise soit davantage obligée de ne pas changer. Non, le problème, ce n'est pas davantage. C'est là où nous devons réfléchir et dire le schéma ne doit pas être celui-là. Que je viens d'expliquer d'une manière caricaturale là maintenant. Le schéma doit être que cet enfant qu'on envoie pour aller étudier est celui qui doit venir nous apporter les nouvelles techniques pour que nous améliorons les conditions de vie, de culture, de production, si j'ai des champs et ainsi de suite. Je prends un exemple tout à fait banal. Laissez-moi avancer là-dessus parce qu'il faut éclairer quand même que les gens comprennent, mais par des exemples, je dirais, assez terre à terre. On prend l'alcool indigène qu'on appelle aujourd'hui. On va revenir à vous. Ça, c'est un bel exemple. L'alcool indigène, on va en parler. Nous marquons une petite pause et nous nous retrouvons juste après parce qu'il faut informer la population. Merci.